Simon Paré-Poupard, bienvenue à On n'est pas du monde. Alors, à la fin de l'été 2024, ton essai Coup de poing a vu le jour sur les tablettes des libraires québécois. Ça s'intitule Ordure, journal d'un vidangeur. C'est publié chez Luxe Éditeur. C'est une plaquette là, de 137 pages. Et depuis, tu as été reçu sur à peu près tous les plateaux. Il manquait juste On n'est pas du monde, à peu près. Télé, radio, un peu partout au Québec, aussi dans les médias écrits. Tu as été bien accueilli. Ça a eu un très bon écho, ce livre-là. Dans ton essai, Simon, tu décris la réalité très crue du monde des vidangeurs. C'est un milieu vraiment, on pourrait dire, à part, à bien des égards. Là, on pourra prendre le temps d'analyser ça. Mais tu passes de cette description-là très concrète à une analyse plus sociologique, voire même philosophique à certains moments. Est-ce que tu t'attendais à une réception comme ça de ce livre-là? Est-ce que tu disais « Ah ouais, je tiens quelque chose » ou est-ce que ça t'a surpris? J'ai posé la question à mon éditeur, si lui s'attendait à ça. Ouais. En même temps, il a accepté le projet, donc il y croyait, mais il dit qu'on ne sait jamais. Probablement, ça dépend beaucoup d'une question de timing médiatique. Au départ, autant je me disais que ça pourrait être un livre méconnu, inconnu, qui passerait un peu inaperçu. D'ailleurs, c'est ce qui aide dans la rédaction. Parce que si je savais que j'avais été autant vendu, si le livre a été autant vendu, peut-être que je me serais censuré. Parce que, et c'est ça, je pense que j'ai une approche sociologique, mais aussi intervenant, dans le sens que j'ai beaucoup d'égards et de soucis pour les gens à qui en fait, les portraits que j'ai donnés. Donc, j'avais quand même une préoccupation. C'est super personnel, c'est très personnel. Intime même à certains moments, James. Mais je pense que c'est tellement inusité dans le sens qu'on entend si peu souvent parler de ce que font les vidangeurs que ça suscite la curiosité automatiquement. Là. Et voilà, ben c'est ça que j'ai senti, effectivement, James. Ouais, j'ai senti que y en a qui disent on attendait notre vidangeur au Québec, pour pouvoir comme être pas. Il y en a qui disent porte-parole, j'aime pas parce que je parle beaucoup, c'est mon témoignage à moi, mais quand même pour parler d'un discours qu'on avait de la difficulté à saisir dans l'univers médiatique ou l'univers social. Là. Fait que c'est peut-être ça que les journalistes, les médias attendaient, puis que j'ai eu la chance d'occuper. Donc, tu sais, autant c'est ça, peut-être j'aurais eu l'impression d'être passé inaperçu, comme je m'étais dit peut-être je vais aller à tout le monde en parle. Tu sais, dans ma tête, l'univers des possibles allait d'un côté comme de l'autre. Mm-hmm. Il est déjà en réimpression. En fait, ça vient d'être fait. C'est quand même un succès de librairie, là, on peut le dire. Ça a très bien fonctionné. Félicitations. On le disait un peu plus tôt dans l'émission, un peu comme ton livre, ton parcours aussi se situe entre deux mondes ou entre plusieurs mondes, celui de la vie des idées, les lettres, l'analyse, le monde intellectuel et le monde on ne peut plus concret des vidanges, du ramassage des ordures. Parle-nous de ton parcours. Comment autant d'éléments qui pourraient sembler contradictoires se retrouvent dans la même personne? Là, c'est mon éditeur qui m'a encouragé à parler vraiment de moi. T'sais, au début, le récit est autobiographique parce que, bon, je sais pas si c'est une sorte de pudeur ou pour moi, la parole publique doit d'abord servir un peu l'intérêt commun, puis parler de grandes thématiques. Mais quand même, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a une valeur sociologique dans ce que j'ai vécu, c'est-à-dire on est vidangeur. T'sais. On n'est pas vidangeur, je veux dire, on le devient. Puis on le devient comment? C'est par un parcours de vie. T'sais, effectivement, des fils de médecins, il y en a peu qui deviennent vidangeurs, pour ne pas dire presque aucun. Tandis que des pères vidangeurs engendrent souvent des fils et voire des petits-fils vidangeurs. Là, t'sais. Donc, puis ça, j'en parle de Luc Boltanski en France, qui l'a fait sur les parcours des médecins. C'est quand même quelque chose qui se voit. Je n'ai pas fait d'études, mais moi, je le constate. Puis les seules personnes qui vont être de milieux plus aisés, socioculturellement, ben, ça va être des gens qui vont être de passage dans les vidanges, mais ne sont pas là pour rester. Puis des fois, ça leur donne même une vision biaisée de ce que c'est, parce que si tu y vas un été, tu dis « Ah, je suis capable de le faire », mais attends, là, moi, je parle des gens sur lesquels le système se repose, là, que été comme hiver, sur 10 ans, sur 15 ans, avec l'usure, ils vont un peu maintenir en place la société par la collecte des ordures qu'ils occupent comme place. Là. Ouais. Fait que ça, c'est pas n'importe qui. Puis là, moi, ce que j'ai remarqué chez mes collègues, par leurs témoignages, c'est que c'est beaucoup de gens qui ont eu de grandes violences. T'sais. Pour pouvoir se faire violence, il faut soi-même être prêt à vivre la violence. Je pense à...
sais, c'est des histoires qui se disent, mais en même temps, tu sais, il y en a un qui son père est alcoolique, chauffeur, puis il faisait dormir son gars dans une niche à chien, parce qu'il disait, t'es juste un chien. Mais ce gars-là, après ça, il s'en va collecter des ordures. Ben lui, il est habitué, son corps est habitué de recevoir des coups, de les assumer, de les vivre. Un sportif de haut niveau, il fait le choix. Tu sais, sociologiquement, il y a beaucoup de reconnaissance, soit monétaire, On l'encourage. socialement, on l'encourage. Ouais. S'il se blesse, on dit, ben non, continue. Nous, c'est l'inverse. Les vidangeurs, t'as pas de tape dans le dos, t'as jamais rien. Moi, je me souviens que j'étais surpris qu'on applaudisse dans un cours quelqu'un qui avait fait un marathon. Moi, je cours pas dans la vie. Je cours pas, mais je cours beaucoup au-delà. Je fais 30 km mon vendredi en travaillant, puis je comprenais pas pourquoi on l'applaudissait, parce que j'avais peut-être pas les codes sociaux de la reconnaissance sportive de haut niveau. Mais nous, moi, je finis mon 30 km en courant dans de la neige, il n'y a personne qui va me saluer ou me... T'as pas des vêtements techniques là, de grandes marques avec des commanditaires. Là. C'est ça, c'est pas la même, la même ambiance. Oui, James. Là, du peu qu'on connaît de toi, tu me sembles pas être quelqu'un qui était disposé à faire ça. Est-ce que tu es un marginal chez les marginaux? Non, j'ai eu une enfance quand même pas facile. Ouais. Moi, j'en parle. Là, mon père, c'était un alcoolique. J'ai eu mon lot. Après ça, ce qui est intéressant parmi les vidangeurs, j'ai constaté, là, à droite, il dit la concurrence victimaire, là, beaucoup. C'est un terme que tu utilises en France. Là. Les vidangeurs, on a tellement eu des passés tout croche que c'est un peu comme banal. T'en parles même pas. Tandis que si je m'en vais à l'université, je parle d'un père alcoolique, les gens, beaucoup de sympathie ou d'incompréhension, des questionnements. Fait que, vraiment, c'est banal. Tu parles même pas d'un père alcoolique, à part pour le dire au détour d'une phrase. Puis là, finalement, quand tu creuses, tu réalises qu'il y en a un qui dort dans une niche à chien. Puis qui en parle même pas, parce que pour lui, c'est sa réalité. T'sais. Fait que moi, j'ai constaté ça. Moi, j'ai un parcours, je crois, qui m'a amené à ça. Mais en même temps, je crois que j'ai réussi à faire un peu la paix avec mon passé. Puis, comme je dis à un moment donné, la différence entre peut-être moi et d'autres collègues, c'est la mobilité sociale. La violence symbolique s'arrête, ou en tout cas diminue lorsque tu as une certaine mobilité. Dans le sens que si toi, t'es pris... Qu'est-ce que tu entends par violence symbolique? Qu'est-ce que... Un citoyen qui te lance un sac, sans égard sur toi, là, physiquement. Là, le vidangeur, lui, la seule option qu'il a, il peut pas perdre sa job. Il est prêt peut-être émotivement à frapper le gars, lui relancer le sac. Mais quand même, ultimement, s'il perd sa job, il n'y a peut-être effectivement rien de mieux. Tandis que moi, j'ai quand même la chance, l'opportunité de faire d'autres choses. Puis ça change vraiment tout le regard, la frustration qu'on peut, en réaction, dans le fond, à la violence symbolique, comment on interagit. Je crois que la mobilité sociale, c'est un facteur déterminant. T'as pas le même sentiment de carcan ou d'impuissance. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que tu as choisi. Oui, c'est sûr que tu es devenu vidangeur. Tu parlais de ton milieu d'origine, tout ça qui était plus difficile, mais à un certain moment, tu as fait des études universitaires. Tu as pu faire le choix de continuer à pratiquer ce métier-là, que tu fais à temps partiel, là, pour des raisons de santé, je pense qu'on peut le dire, pour rester en santé parce que sinon, c'est trop dur pour le corps. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi, on vient de voir qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi rentre dans ce milieu-là, mais qu'est-ce qui fait qu'il y reste? Moi, ça s'est intégré dans ma vie, en plusieurs phases, disons. Là. Mais ce que j'ai ressenti immédiatement, c'est la solidarité envers les ouvriers. Moi, j'étais à 18 ans, on a l'éveil de pas grand-chose, finalement, à part notre petit nombril. Puis lorsque j'ai été travailler, je me suis dit, moi, pendant que je suis assis sur un banc d'école, il y a des gens qui forcent comme ça pour moi. Ça m'a bouleversé. J'ai eu immédiatement une grande solidarité avec les ouvriers. Puis ma mère me disait, comme la mère d'un ami à moi, mais tu sais, tu peux faire d'autres choses. Mais justement, c'est parce que je peux faire autre chose que je le ferai pas. Parce que sinon, ça impose qu'il y a des métiers qui sont voués à certains types de personnes qui ont eu effectivement peut-être moins de chance. Alors moi, j'ai pris ça comme un défi, puis en même temps, une démarche sociologique. Après ça, j'ai lu Robert Linhart, L'Établi en France, qui est un mouvement de sociologues qui ont dit on lâche les écoles, on s'en va sur le terrain, puis on pratique notre sociologie. J'ai essayé de syndicaliser une des places où je travaillais. Fait que tu sais, ça s'est intégré à un moment donné. J'ai commencé, c'est tous des... en tout cas, la plupart des vidangeurs, c'est des gens qui connaissent beaucoup la simplicité des choses, des biens, des produits, de la récupération, du recyclage. Fait que là, finalement, je ramasse tout, je donne à des organismes de charité des trucs que je trouve dans les déchets, je recycle. Ça s'est vraiment comme tout intégré dans ma vie. Puis là, je suis papa depuis peu, puis je ferai pas le sport. Moi, le sport, c'est important dans ma vie. Puis là, grâce à mon emploi, je fais 20 heures de sport par semaine. Un sport moi, je considère haut niveau. Fait que pour moi, c'est une aubaine, là. Il y en a qui payent pour faire du sport, puis moi, je peux en faire en étant payé, puis quand même très bien, là, un bon salaire. Alors, ça s'est vraiment comme
imbriqué, intégré dans ma vie, puis là, c'est devenu même une passion. Il faut que ma femme m'arrête. J'aimerais ça travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ben, comme un sportif professionnel. Là, je me limite parce que je sais que ça peut maganer, ça magane le corps. Comment ça magane? Qu'est-ce qui est... On peut se l'imaginer, mais concrètement, en quoi c'est dur pour le corps de faire des vidanges? Ben, comme là, j'ai eu une échographie du dos, puis j'ai des vertèbres comme usées, surusées. Pour mon âge, c'est terriblement usé. Là. Fait que, je commence à faire de l'arthrose dans la colonne. À toutes les années, je me blesse. Moi, dans ma tête, à toutes les années, je me blesse. Après ça, j'espère que ce soit pas trop grave. Je me suis fait hospitaliser quelques fois. J'aurais pu mourir. J'ai des coupures. Les ostéopathes qui regardent mes jambes, c'est plein de coupures. Parce qu'en ramassant un sac, il y a un objet qui sort. Un couteau, une vitre cassée. Une vitre, le nombre de risques. Puis, ça, c'est dans un panel, dans un échantillon plus large, dans le sens qu'il y en a qui perdent des jambes, il y en a qui meurent. Fait, bref, moi, je me dis, tu te blesses. J'espère juste que ça ne sera pas gravement. Puis l'expérience t'aide, mais ça magane. Valérie? Donc, si je comprends bien, le revenu est quand même bon, ouais. Mais à long terme, il n'y a pas le filet, si je peux dire, qui va faire en sorte qu'une personne va pouvoir aller au bout de ça sans y laisser sa peau, finalement. Effectivement. Mais tu sais, c'est un sportif professionnel. Parce que nous, on dit 10 ans, un helper, quelqu'un en arrière du truck, c'est fini sa carrière. Comme moi, je suis considéré comme un vieux fini. Là. Les gens se demandent, c'est quand est-ce que je vais raccrocher mes souliers. Ça fait plus de 20 ans que tu fais ça. Oui, 20 ans. Puis la compétition est là. Il faut que je suive des jeunes de 20-25 ans. Mais tu sais, on n'a jamais le salaire d'un sportif professionnel pour nous permettre d'avoir des belles conditions de vie. C'est pour ça que moi, ça se planifie. Comme un sportif professionnel, ça se planifie une retraite. Mais tu pourrais faire le choix de dire, je vais aller à l'intérieur du camion, puis je sais pas. Non. Oui, mais c'est plate. OK, c'est ça. Ouais, non, mais... C'est pas le même défi. T'aimes ça. Mais c'est ça, il doit y avoir quelque chose d'un peu d'une adrénaline. Ou incroyable, incroyable. C'est de là la passion. Là, puis moi, je dis, j'en fais beaucoup de formations, puis des boires, des vidangeurs. Puis je veux dire, faut t'aimer ça. Pour t'infliger autant de douleur, il faut vraiment que tu aies un intérêt profond. Là, que tu veuilles. Il y en a que c'est pour expier de la frustration, de la colère, mais sinon, tu as un désir de faire beaucoup de sport, mais sinon c'est bien trop violent. Tu arrives le soir, puis les premières journées, tu arrives, puis tu es mort. Là. Mais est-ce que tu es le seul comme ça ou tes collègues aussi ils vivent cette même passion-là? Ah oui, il y en a des passionnés. Ouais. Je suis pas le seul. Ferrandez, j'ai passé après son émission, puis il dit l'école bleue, puis c'est vrai, le rapport, le vérificateur général de la Ville de Montréal a dit que l'école bleue n'aime pas ça, faire ça, c'est vrai. Moi, j'y ai dit, par contre, moi, je connais des gens qui adorent ça. Parce que ça dépend comment tu abordes le travail. Effectivement, si tu le fonctionnarises, comme en France, ça peut être plate. Mais si tu le... Puis là, c'est là le débat que j'avais avec un collègue lorsqu'on a essayé de syndicaliser. Moi, j'aimerais ça qu'on soit considérés comme des sportifs. Comme les ouvriers d'antan, les bûcheurs, les draveurs. Il y avait moins de normes, moins de contraintes, mais en même temps, on respectait le fait qu'il y a des gens qui travaillent fort pour la société. Les vidangeurs sont prêts à assumer le risque. Ils aimeraient ça avoir une tape dans le dos puis un peu de soucis quand même et d'égards, mais ils assument le risque. Puis je pense qu'ils le font avec passion, intérêt, détermination. Tu l'évoques à quelques reprises dans le livre « Ordure, journal d'un vidangeur », Simon. Il s'est formé une sorte de communauté, on peut utiliser ce mot-là. Tu parlais de la solidarité. Il y a toutes sortes de gens dans ce groupe-là. Je vais essayer de te citer, là, c'est vraiment passionnant. Un rassemblement de marginaux, déviants, de complotistes antisociaux, d'excentriques, de personnes plus ou moins intégrées au monde normal. Ça forge notre identité de vidangeur. C'est une vraie communauté pour toi? Il y a une grande ouverture. Communauté au sens où on se reconnaît. On va se revoir dans les événements, mais on a surtout beaucoup de respect devant la charge. J'ai pas beaucoup parlé des femmes, mais les femmes qui sont dans le milieu, même s'il peut y avoir des propos parfois machistes, si une femme vient travailler, ils vont avoir un immense respect. Là. Même affaire pour la diversité, les gens de la diversité, il y en a de plus en plus, immense respect. Si tu forces, moi je dis, c'est l'égalité devant la charge. Les gens ont un immense respect si on force dur ensemble. Ouais. Fait que ça là-dessus, il peut y avoir une communauté. Par contre, si tu es là pour profiter du système, profiter des autres, là, effectivement, il n'y aura pas beaucoup de solidarité. Il y a plusieurs paradoxes, là, on le voyait dans ton parcours, dans ce livre-là.
À un moment donné, tu écris « J'aime le Far West, qu'est le monde des vidanges. J'aime me trouver sur la mince ligne qui sépare le propre et l'impropre. Le joyeux bordel des vidangeurs. J'aime que nous soyons un peu sans foi ni loi. Le pur, l'impur. » Il y a comme une espèce de dichotomie là-dedans. J'imagine que ça résonne pour l'enseignante en anthropologie, cette dualité-là. Il y a quelque chose de trippant. T'as lu ça aussi? Ou, Oui, moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était quand même, c'est ça, cette liberté-là qui te donne quand même une posture particulière, tu sais, versus des gens, comme tu dis, qui ont pas le choix d'être là puis qui vont devoir, tu sais, s'user à la corde. Puis là, il y a toutes sortes de personnages, là, puis, tu sais, ça va quand même assez loin, là, parfois, là. Puis, en tout cas, tu sais, on parle de marge et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une espèce de privilège d'être là avec son regard de sociologue. Parce que je pense que tu es formé en sciences sociales. J'ai une formation, oui. C'est ça. Puis, en tout cas, ça l'enrichit, puis ça donne une certaine distance. Fait que, tu sais, je voyais ça aussi, là, parce que je sais pas, tes collègues, là, si tu as discuté de tout ça avec eux, là, si pour eux c'était même intéressant ou pertinent ou audible, là, des fois, on est dans notre bulle. Puis Effectivement. comment ils ont réagi, tes collègues? Très bien. Puis comme la première question, c'était un peu comment ça serait perçu et reçu. Ouais. Je pensais même pas qu'ils le liraient. Parce qu'en fait, la plupart de mes collègues, je me souviens, moi, des fois, j'amène un livre dans mon sac de travail, puis on me dit tout le temps, « Hey, c'est qui lit ici? » C'est qui ça qui lit? T'sais? Puis là, je suis un peu gêné même de dire... Dans ce sens-là, tantôt, je disais, t'es comme un marginal chez Marginal. Là-dessus, sur la lecture, clairement. Clairement. Mais tu sais, c'est assumé, là. Des fois, je lis dans mes pauses, mais tu sais, c'est un milieu où je suis un peu gêné de prendre un livre, là. Je me sens un peu mal à l'aise, imposteur. Fait que là-dessus, je suis très marginal. Mais sur certains autres trucs, tu sais, il y a vraiment beaucoup de marginaux dans les vidanges. Fait que... Puis, tu sais, on parle de paradoxe. Un des passages qui m'a marqué, c'est quand tu vas à Lorraine avec les déchets végétaux. Parce que moi, dans mon esprit, c'est ce qu'il y a de plus propre puis de plus beau, mais c'est là que ça devient le plus difficile, finalement, puis ce que les gens, là, tâchent d'éviter et tout ça, là. Donc, en tout cas, Ben c'est que dans le fond, c'est comme si le système de gestion des déchets qu'on a créé, dans le fond, en Occident depuis les, mettons, 40 dernières années, a récupéré la collecte des déchets verts pour essayer de faire que ça soit beau et propre. Mais moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'un déchet, ça reste un déchet, puis c'est sale, mais il faut l'assumer, tu sais. Ça serait beaucoup plus écologique et simple et moins coûteux que de s'occuper soi-même de son compost. Mais les gens, comme, sont dans un réflexe de « on paye des taxes pour mettre ça dans un système qui est souvent dominé par la grande entreprise au Québec. C'est subventionné comme le compost. C'est pas mauvais. C'est pas ça l'idée. C'est qu'on a de la misère à essayer de réfléchir le déchet, se le réapproprier. Puis à Lorraine, ce qui était paradoxal, c'est qu'on envoyait ça à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines. C'était des latinos qui ouvraient les sacs des gens de Lorraine, parce que c'est des sacs en plastique à cet endroit-là, pour s'occuper du déchet. Donc, tu sais, c'était facile pour un citoyen de dire, avec des immenses terrains, de dire, moi, je mets ça là, je m'en soucie plus, j'ai un beau terrain, mais quand même, ça s'imbrique dans tout un système. C'est ce système-là que moi, j'ai eu la chance de voir, puis que j'essaie de partager. Puis, tu sais, chaque situation où on est, tu sais, comme a ses défis, puis a sa part d'ombre que je crois qu'il mériterait d'être exploré. Mais moi, j'arrête pas d'essayer de convaincre ma femme de l'absurdité de mettre des feuilles d'un arbre dans des sacs sur le bord du chemin. Ben, on a un peu le même combat. On l'invitera à écouter cet épisode dont On n'est pas du monde. Simon, tu te fais très critique du capitalisme à plusieurs moments. Il y a l'espèce de déni collectif. Là. Tu viens bien de le nommer là, aussi. Là. On veut juste que ça disparaisse, le résultat ou le résidu de notre surconsommation. On est dans le déni complètement, individuellement, collectivement. Ça, je pense que ça fait... En tout cas, j'allais dire, ça fait l'unanimité. C'est assez facile à comprendre. C'est des idées aussi qui circulent dans des milieux intellectuels. Là où je trouve que ton discours se démarque, va plus loin, en tout cas, c'est sur la critique même du concept de progrès. J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais c'est ça, c'est le modèle qu'on a choisi. Mais en fait, que la société a décidé d'aller vers sans qu'on comprenne ou on sache l'origine de, mais c'est le système de gestion des matières résiduelles. T'sais. Ça, il y a une grande compagnie, la plus grande aux États-Unis, qui s'appelle Waste Management. Fait que c'est un peu de cette logique-là qu'on prend ça. Puis moi, ce que je dis, c'est que pour que le capitalisme prospère, parce que présentement, il est beaucoup lié à la consommation, il faut qu'il y ait un système de gestion des matières résiduelles hyper productiviste. Hyper productif. Puis c'est le progrès qui l'accompagne. C'est ce qu'on appelle les camions à benne tasseuse. Ça peut être les robots maintenant à chargement latéral. Ouais.
même si on ne va pas vite, comme dans certaines municipalités où ça va pas vite, comme je le décris dans mon livre, ça reste qu'on collecte les déchets à une rapidité qu'on n'a jamais collectée. Dans d'autres sociétés, je veux dire les sociétés d'avant, au Moyen-Âge, ou peu importe, où tout était plutôt ramené dans les cycles, où le déchet, puisque c'était pas facile de s'en départir, on était un peu plus pris avec, donc on le rangeait de côté, on le gardait à plus tard, on essayait de le composter chez soi. Fait que, tu sais, ça, on s'est fait amener dans ce système-là de gestion des matières résiduelles que la grande entreprise a vu de l'argent à faire. Ça, il y a un journaliste qu'on a ici au Canada, Harold Crooks, qui l'a énormément détaillé dans plusieurs livres coup de poing qui ont passé inaperçu peut-être par la rigidité ou la rigueur de son travail, mais il le dit clairement. Là, je veux dire, les grandes pétrolières ont vu le pétrole, mais les grandes compagnies de gestion des déchets ont vu les déchets. Là. C'est de l'argent. C'est pour ça que je dis les 3 R. Si le premier, c'est refuser ou réduire, le deuxième, c'est réparer, le troisième, c'est recycler, les 2 premiers, ça se marchandise très mal. Puis ça ne participe pas vraiment de la productivité, mais beaucoup plus d'une certaine décroissance. Fait que, tu sais, le progrès dans au nom de l'idolâtrie du progrès, au nom du fait qu'on a vraiment... on voue un culte au progrès, on refuse de réutiliser ou de réduire notre consommation et on va se concentrer plutôt sur le 3e R du recyclage parce que ça sert bien tout le monde, finalement. C'est ça. C'est la facilité, on met ça dans un bac, on se casse pas trop la tête. On se libère la conscience. Puis on s'émancipe de nos prédécesseurs, nos grands-parents, qui, eux, pourtant, était beaucoup plus dans cette logique-là. Ouais. Tu sais, d'avoir, moi, ma femme, son grand-père, c'était un fermier, puis dans une ferme, il y avait plein de trucs. Il n'allait pas chercher sur Amazon facilement ce que tu avais besoin. Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Tout avait une immense valeur. Nous, puisqu'on peut jeter facilement, c'est comme si tout devient, dans le fond, perd de sa valeur. Perd aussi de la force que ça devrait avoir, tu sais, comme produit dans une chaîne qu'on n'est plus capable de voir, parce que c'est trop facile de s'en départir, à mon avis. À aucun moment, on sent une espèce de victimisation dans ton livre là, du monde des vidanges ou des vidangeurs. Et je pense que c'est une des grandes forces de cet essai-là. C'est une description. On sent beaucoup d'amour. Hein. Il y a une phrase... des fois, aimer, c'est se taire. Je ne sais pas trop, je me souviens plus exactement. C'est tellement touchant. Il y a aussi du cœur dans ce livre-là, Simon. Je pensais à l'espèce de gang de bigarrés, un peu excentrique, comme tu le dis. J'imaginais, si le Christ revenait aujourd'hui, est-ce qu'il se ferait vidangeur, tu penses? Ben, j'ai l'impression qu'il serait quand même près d'eux. Parce que c'est des gens, on est près du peuple, on est près des citoyens, on sert tout le monde, on aide la République, le bien commun. T'sais, je crois qu'il y a beaucoup... En fait, c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que c'est des gens qui sont très utiles, puis qu'en plus de ça, ils ont trouvé quelque chose à faire d'utile dans leur vie. T'sais, j'en ai un que je décris qui il dit, moi, je renais, je vendais pour les Hells, puis il dit, j'avais besoin d'adrénaline, vie difficile, ben écoute, il a fait des vidanges. Je dis, tu peux pas être plus adaptatif. Là. Lui, il allait chercher son adrénaline-là, il a arrêté de vendre. Fait que, il y a comme une sorte de rédemption à travers ça. Là. Fait que, clairement. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie. J'avais un autre collègue qui me disait j'ai même pas un secondaire 5. Le salaire qu'il me donne, c'est suffisant. Je ne devrais pas demander plus. Mais je dis si tu considérais la valeur que ton travail a dans la société, tu pourrais demander beaucoup plus. Puis en plus, tu as réussi à aller chercher ça, de faire ça de ta vie malgré tout ce que tu as eu. Ben, franchement, tout le mérite est à toi. Là. Tu le dis bien à un moment, Simon. Il y a eu des grèves dans l'histoire de l'Occident, des grèves de publicitaires, des grèves de banquiers. Le monde a continué de tourner. Les vidangeurs font la grève une semaine, là, on en entend parler pendant des mois à la radio. Ça montre à quel point vous êtes des travailleurs essentiels. Merci. Et c'était essentiel que tu sois avec nous aujourd'hui. On poursuit la discussion, évidemment, sur le monde de la marge. Mais déjà, c'est très bien entamé. Merci infiniment, Simon Paré-Poupard. Merci beaucoup.